Parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grâce à Minreche Manito, on a le plaisir d'écouter, comme chaque semaine, le Rav Ethan Chizon. Et tu veux nous parler, bien sûr, de la transmission de cette Torah. Tu peux ouvrir ton micro. Bechavod. Yovim, Erev Tov les Koulam. Et voilà, la semaine dernière, après avoir parlé des rabbinim séfarades qui ont été les fers de lance de l'accompagnement du sionisme moderne, je voudrais, et j'en ai déjà parlé, mais je vous le remontre, je vous montre un livre que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque. Hop là, Atraltahi. Atraltahi, ça s'appelle. C'est un livre qui vient tout simplement rapporter tout ce qu'ont dit les géants de la Torah. Et caméra, reviens en arrière, merci. Tout ce qu'ont dit les géants de la Torah à l'époque du sionisme, et on peut voir dans ce livre à quel point eh bien, c'est une grande erreur que de dire oui, il y avait une minorité de rabbins qui étaient pour le sionisme. Ben, c'est complètement faux. Quand on regarde le livre, on voit la quantité des géants qui étaient pour le sionisme et, ce qui est aussi très intéressant, qui viennent de tous les milieux ashkénazes, séfarades, mais c'est vrai, et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, dans le monde séfarade, à la différence du monde ashkénaze, il n'y avait pas d'opposition au sionisme. Alors que dans le monde ashkénaze, on va avoir des oppositions. Mais voilà, ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Aujourd'hui, nous traversons les pays et nous allons parler de la masterpiece. Nous parlons de la personnalité la plus extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a donnée depuis Moshe Rabbeinu. Voilà, on ne va pas avoir peur des mots, on va le dire. On va le dire clairement. Et je parle évidemment du Rav, et voilà, je ne fais pas d'introduction, je parle du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Nous allons parler du Rav Kook aujourd'hui. Et oui, car nous sommes en plein dans cette époque où le Rav Kook va commencer à dévoiler sa grandeur, sa Torah. Mais pour comprendre en quoi le Rav Kook est si important et pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a envoyé à ce moment-là, eh bien, il faut qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on essaie de comprendre une chose très importante. Le monde doit se perfectionner. Vous le savez, c'est le rôle du peuple juif et le rôle de l'humanité en général depuis la création de Adam Arishon. Puisque la Torah nous a dit ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי עם כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Dieu a arrêté, j'ai envie de dire, le travail au milieu du septième jour, et il nous a laissé à nous, l'homme, le soin de l'asot, c'est-à-dire de parfaire la création. Donc le rôle de l'homme est de terminer la création, d'amener le monde à un tel niveau de développement moral, technologique, humain, que nous puissions enfin ressentir et recevoir le dévoilement divin sans que ça nous fasse partir en cacahuète. Ok, ça c'est le rôle du peuple juif et de l'humanité. Pour cela, eh bien, le monde, au fur et à mesure des époques, va évoluer dans ses réflexions. Et on va avoir besoin, à chaque fois que l'homme avance dans sa réflexion, on va avoir besoin de personnalités que Akadosh Baruch Hu va envoyer, de neshamot particulières, qui vont pouvoir expliquer comment est-ce que on traduit les changements du monde en mode Torah. Comment est-ce que Dieu se dévoile dans ces changements? D'accord? Alors, évidemment, la première personne qui a été envoyée pour expliquer cela, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, de vrai, Avraham, Yitzhak, Yaakov, déjà avant, mais on va dire qu'il n'y a pas encore la Torah à ce moment-là. Donc, la première fois que la Torah est donnée, officiellement, donc à l'époque de Moshe, la Torah de Moshe vient donner une réponse à l'idolâtrie de l'époque de Moshe.
face à la Avodah Zara, c'est-à-dire la traduction du ressenti des forces de la nature, mais sans les interconnecter entre elles et sans parler de ce qui est au-delà de la nature, ça c'était la Avodah Zara, eh bien, Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Moshe, et Moshe nous explique qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Le monde va continuer dans cette zone-là pendant toute la période du Tanakh. Toute la période du Tanakh, c'est également la période de l'idolâtrie, et finalement, le monde ne change pas tant que ça entre Moshe et la destruction du premier temple. Il va y avoir à peu près 1000 ans entre la destruction du premier temple et, enfin, entre la sortie d'Égypte, etc., le don de la Torah et la destruction du premier temple. Pendant ces 1000 années, nous vivons dans un monde où le dévoilement divin est palpable, où la Avodah Zara, l'idolâtrie, est très présente, et donc, Nevié Israël sont les élèves de Moshe, les prophètes d'Israël sont les élèves de Moshe, vont essayer eh bien, d'expliquer au monde comment traduire ce que les gens ressentent dans l'idolâtrie en mode cachère. Ok? C'est là le rôle de la prophétie. Et puis après, Dieu décide d'enlever sa présence. Il n'y a plus de prophétie, il n'y aura donc plus d'idolâtrie non plus. Et les hommes rentrent dans une nouvelle façon d'interpréter la réalité intérieure. On invente deux écoles de pensée. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais deux grands axes. L'un qui est basé sur la matzpoun, c'est-à-dire la morale. Le matzpoun, c'est, comment on dit en français, matzpoun, c'est la conscience. C'est ça que tu voulais dire. J'ai lu sur les lèvres, incroyable. La conscience et d'un autre côté, le mysticisme. Nous allons avoir par exemple chez les Romains une école de pensée qui met la conscience au centre de l'histoire, les stoïciens, et on va avoir d'un autre côté ceux qui veulent se connecter uniquement non pas à la conscience mais au sens, chez les épicuriens par exemple. Face à cela, Akadosh Baruch Hu va envoyer là encore deux écoles juives, si on veut, qui vont être celles qui vont faire le contrepoids. D'un côté, Chachmé à Mishnah, la halacha, qui va se développer et qui va surtout être mise par écrit à ce moment-là. Et d'un autre côté, Sefer HaZohar chez le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je ne rentre pas ici dans la marloquette, est-ce que le Zohar a été bel et bien écrit au IIe siècle par Rabbi Shimon, ou est-ce qu'il date du XIIe siècle par Rabbi Moshe Dileon? C'est pas le débat ici. C'est-à-dire, il semblerait que, évidemment, que Rabbi Shimon est l'auteur du Zohar, du moins des majeures parties, mais que Rabbi Yitzhak Dileon a dévoilé le Zohar au grand public seulement au XIIe siècle, 1000 ans plus tard. En tout cas, Rabbi Shimon vechachmé à Mishnah. Et ça va nous accompagner pendant près de 1000 ans. Pendant près de 1000 ans, il y a cette dualité, le mysticisme d'un côté et la recherche de la conscience de l'autre. Ça va être les années du christianisme et les années de l'islam. Et puis tout d'un coup, le monde change. En études occidentales, on dira que le monde renaît. C'est ce qu'on appelle évidemment la Renaissance. Et la Renaissance, eh bien, elle va être pas seulement au niveau des arts, pas seulement au niveau de la technologie, mais également au niveau de la pensée. Il n'y a pas que le Léonard de Vinci inventeur, il n'y a pas que le Léonard de Vinci peintre, il y a également le Léonard de Vinci qui réfléchit. Et il y a une renaissance de la philosophie, une renaissance de la réflexion humaine qui commence à partir du XVe siècle. 14e, fin du XIVe, XVe siècle. C'est également le moment des grandes découvertes, c'est la découverte de l'Amérique, et c'est pour nous
l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et c'est une plaque tournante pour l'histoire de la Torah, puisqu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Harizal et ses élèves. C'est-à-dire que on ne peut plus parler du dévoilement divin sans connecter l'homme à sa réalité dans les mondes. Non plus seulement dans le monde, mais dans les mondes. La réalité des sphirotes, du dévoilement divin par des partsoufim, c'est-à-dire par différents visages qui vont influencer notre réalité. En fait, ça va de pair avec cette renaissance qui maintenant voit l'homme au centre d'un univers extraordinaire. C'est également les grandes découvertes astronomiques, qui sont tout ensemble. Et puis, une centaine d'années plus tard, il va se passer, même plus que ça, 200 ans plus tard, il va se passer quelque chose. Quelque chose de très important parce que l'humanité n'en peut plus d'avoir la tête dans les étoiles, c'est trop grand. Il faut maintenant ramener l'humain au centre de tout. Parce que je suis un peu perdu quand je fais face à l'immensité du cosmos. Et donc, on va commencer à voir apparaître, à partir du XVIIIe siècle, les courants de pensée qu'on appelle l'existentialisme. Annie. Il faut Annie dans tout ça. Face à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer la traduction du Harizal, mais en mode Annie, en mode individuel. C'est ce qu'on appelle Torah HaChassidut. La Chassidut du Baal Shem Tov, c'est la traduction de Torah Tassod, de la Torah Kabbalah, au niveau de l'âme humaine. Donc on réutilise la même terminologie que la terminologie du Hari, mais cette fois, elle est tournée vers l'humain, l'identité individuelle. Et c'est là que 200 ans plus tard, l'homme ne se suffit plus à lui-même. Nous sommes au 19e siècle et l'homme veut se rattacher à la nation. Et c'est l'avènement des nationalismes. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va faire apparaître le Rav Kook. C'est-à-dire comment traduire le nationalisme en langage de la Torah. À l'époque du Rav Kook, deux événements vont chambouler, transformer, métamorphoser le monde juif. Et la majorité des rabbins vont soit regarder la caravane passer, soit essayer de se battre contre la caravane et la stopper. Dans les deux cas, ça ne marchera pas. Le Rav Kook, quant à lui, va essayer d'expliquer qu'est-ce que vient faire cette caravane. De quoi on parle? Quels sont les deux grands événements majeurs qui métamorphosent le judaïsme? Eh bien, tout d'abord, on vient de le dire, le nationalisme, mais deuxièmement, c'est également le chilonisme. Le Rav Kook va naître en 1835. On va dire que 50 ans avant la naissance du Rav Kook, aux abords des années 1800, on va dire que 99% du peuple juif est religieux. Avant l'émancipation, avant la Révolution française, avant Napoléon. 50 ans après la mort du Rav Kook, même déjà à la mort du Rav Kook en vérité, donc sur un prisme de à peine 100 ans, c'est plus que 20% du peuple juif qui se revendique religieux. Nous dit le Rav Kook, c'est un événement qui est beaucoup trop d'envergure pour être une coïncidence, pour être, oui, bon, bah, il y a toujours eu des gens qui ne faisaient pas la Torah. Non, non, là, c'est pas la même chose. Là, c'est 80% du peuple juif qui a abandonné la Torah. Ça veut dire quelque chose. Et tout le combat, donc, du Rav Kook va être d'expliquer, dans sa Torah, quel est le lien entre le chilonisme et le nationalisme,
quelle est la réponse du peuple juif et est-ce que c'est véritablement ce qui va se passer chez nous. Donc, si vous voulez, c'est une Torah qui est révolutionnaire parce que elle accompagne une nouvelle réalité du peuple juif et décide de lui donner une explication. Il se trouve que c'est le troisième élément, que ce nationalisme et ce chilonisme vont réaliser ce que la tradition juive appelle la Géoula. Et le Rav Kook va donc devoir également expliquer qu'est-ce que c'est que cette Géoula et pourquoi est-elle justement amenée par des gens qui ne ressemblent pas à des gardiens de la tradition. Donc vous voyez que c'est tout un programme. C'est-à-dire, alors le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook va commencer sa carrière, si je puis dire, très très jeune. Bon, il naît dans une petite ville. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas où est-ce que à qui ça appartient véritablement, mais le Rav Kook vit, enfin, il naît dans la ville de Griva. C'était à côté de Vitebsk, dans l'Empire russe. Je ne sais pas exactement quel pays aujourd'hui ça appartient. Mais en tout cas, il naît dans la ville de Griva et de ses parents, il va tout de suite devoir Béal Korcho faire l'unité des mondes. Ça va être aussi une grande particularité de sa Torah, la Torah du 1. Eh bien, lui, cette unité des mondes, il est obligé de la faire déjà à la maison. Son père, le Rav Shlomo Zalman Kook, vient des élèves du Gaon de Vilna. C'est un mitnaged. À l'inverse, sa maman vient d'une famille de chassidim de Chabad. Ah, on a un problème. Ces deux mondes ne sont pas censés aller ensemble. À cette époque-là, la guerre est encore ouverte entre les chassidim et les mitnagdim. On racontera même que sa mère va donner au petit Avraham Yitzhak une kippa. Et que cette kippa qui ne le quittera jamais sera une kippa faite d'un morceau du manteau du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Pour vous dire qu'il porte la chassidoute sur sa tête depuis son plus jeune âge. Mais d'un autre côté, il va étudier, d'abord avec son père, mais avec ses différents rabbins avant d'arriver à la yeshiva et même après, avec des rabbins de l'obédience litaïte. Et donc, il va devoir faire l'union des mondes. Il sera ordonné rabbin à 19 ans et va se faire les dents dans la petite ville de Zimmel. Et c'est là qu'il commence à devenir rabbin et qu'il va commencer à écrire. Puisque le Rav Kook voit la révolution qu'est en train de vivre le peuple juif, il se dit qu'il doit écrire des commentaires de toutes les parties de la Torah pour pouvoir justement expliquer la nouvelle réalité. Il commence donc par un commentaire de la Torah qui s'appelle Midbar Shur, et ensuite il écrira un commentaire des Haggadot, des histoires racontées dans le Talmud, dans le traité de Shabbat et de Brachot. Pourquoi fait-il cela? Il dit parce que la Haggadah nous apprend comment penser et la Torah nous apprend qui on est. Donc, en expliquant la Torah, on explique qui on est. En expliquant la Haggadah, on explique comment un juif y pense. Très bien. De là, eh bien, il sera appelé à de plus grandes responsabilités. Il va finalement devenir le rabbin de Bioïsk. Okay, c'est une plus grande ville.
toujours dans l'Empire russe. Et c'est là-bas qu'il va faire les premières grandes rencontres qui vont changer sa vie. D'abord, eh bien, lorsqu'il arrive à Bioïsk, il devient responsable de pas seulement la ville, mais de toute la région, et on commence à lui envoyer des questions de partout. Il va donc commencer à se mettre à répondre, et il va commencer à écrire des responsa de halakha. Jusque-là, le Rav Kook n'était pas connu pour sa grandeur halachique. À Bioïsk, tout le monde comprend que ça va être un grand bonhomme. Mais ce qui est particulièrement déroutant dans sa Torah, c'est qu'elle n'est pas fragmentée. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre la Torah, la Halacha, la Gada, la Mishnah, la Gemara. Tout est interconnecté. Il recherche en permanence le un. Il dira plus tard à son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, il lui dira, j'ai entendu dire que tu revenais que 30 fois sur ton étude. Mais sache, mon fils, qu'il n'y a aucune comparaison entre celui qui étudie 100 fois et revient 100 fois sur son étude et celui qui revient 101 fois. Et il explique, il ne s'agit pas d'une notion quantitative. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre étudier 100 fois un texte et 101 fois. Mais en fait, l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, elle est de dire, celui qui étudie 100 fois, bon, il est revenu, il connaît par cœur. Mais ce qui est plus important, c'est d'étudier Mea ve'echad. C'est-à-dire que tu mets le echad dans ton Mea. Que dans ton étude, tu dois mettre tout le temps le echad. Le 1 à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, alors que son nom commence à aller devant lui, arrive à Bioïsk un émissaire d'Eretz Israël. Le Rav Kook, quand on lui parle d'Eretz Israël, ses yeux brillent. Quand il était jeune au Heider, tout le monde témoigne de lui que lorsqu'il y avait une récréation, une afsaka, alors il sortait jouer dans la cour avec ses copains, mais sauf que son jeu à lui, c'était de diriger les copains. Il disait, je suis Cohen, suivez-moi. Et chacun devait prendre un baluchon. Et le Rav Kook leur disait, on y va. Et il répondait, où allons-nous? Et le Rav Kook répondait, en Eretz Israël. C'est-à-dire, dès son plus jeune âge, le Rav Kook veut partir en Eretz Israël. Il accueillera chez lui un émissaire d'Eretz Israël et il restera chez lui pendant 3 mois. Cet homme, on en a déjà parlé, c'est le Johnny Hallyday de chez nous, Rabbi Yoel Moshe Salomon, l'homme qui a créé Petar Tikva. Et lorsqu'il passe ces 3 mois chez le Rav Kook, il comprend qu'il a face à lui un géant et il comprend qu'il a face à lui celui qui peut tout simplement expliquer la Géoula. Lorsque Rabbi Yoel Moshe Salomon rentrera en Eretz Israël, il n'aura de cesse que de trouver un visa et un certificat pour le Rav Kook et le faire venir en Eretz Israël. Et puis à un moment donné, nous sommes en 1904 et ça y est, le Rav Kook arrive en Eretz Israël. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël en 1904, il a donc 39 ans, il arrive pour devenir le rabbin de Yafo et des Moshavot. Donc le rabbin de la ville de Yafo, donc en fait de Neve Tzedek pour être exact, et des nouvelles communautés juives qui se sont créées dans les différentes implantations juives. Quand il sort du bateau et qu'il pose les pieds sur la terre d'Israël, il tient par la main son fils, le jeune Tzvi Yehuda, qui deviendra le Rav Tzvi Yehuda Kook, son successeur, et il lui dit, mon fils, ce jour où nous sommes arrivés en Eretz Israël, à partir de maintenant et pour l'éternité pour notre famille, c'est un jour de joie. Tu devras faire Seudat Mitzvah et Patachanoun. C'est le Rambam qui nous dit cela, que le jour où on arrive en Eretz Israël doit devenir pour notre famille un jour de Simcha.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la date à laquelle vous êtes arrivé, date en juif, à laquelle vous êtes arrivé en Eretz Israël. Mais si c'est pas fait, c'est pas trop tard, faites de cette journée-là, pour toute votre famille, un Yom Simcha. Eh oui, moi je sais que c'était le 27 Tishri. C'est-à-dire, Bekitsour, mais le Rav Kook et le Rav Tzvi Yehuda n'arrivent pas à n'importe quelle date en Eretz Israël. Ils n'arrivent pas à 27, ils arrivent à 28. Un 28 du mois de Iyar. Le 28 Iyar, c'est Yom Yerushalayim. Est-ce que c'est un hasard que le Rav Kook arrive en Eretz Israël le jour de Jérusalem? Je ne sais pas, je vous laisse juger. En tout cas, ça y est, il arrive en Eretz Israël et c'est là qu'il va écrire sa masterpiece. Alors attention, il a déjà commencé en Chutz La'aretz, mais là il écrit sa masterpiece de Mamash, tous les Oroth. Oroth, dans le langage du Rav Kook, ne veut pas dire lumière, mais veut dire une nouvelle compréhension. Vous savez, quand on dit à la lumière de ce témoignage, eh bien, je comprends la situation autrement. Donc, pour le Rav Kook, le livre Oroth, c'est allumer la lumière, une lumière qui n'apparaissait pas auparavant. Il y aura plusieurs livres. Il y aura le livre de Oroth, qui est là pour expliquer en quoi le sionisme laïque, c'est la Géoula. Il y aura le livre Oroth à Torah, qui nous explique comment est-ce que on peut étudier la Torah et comment on doit étudier la Torah et qu'est-ce qu'elle représente cette Torah justement en époque de Géoula. Le livre Oroth à Teshuvah qui vient nous dire maintenant que nous sommes dans la nouvelle réalité de la Géoula, en préparation de la Géoula, eh bien la Teshuvah ne peut pas être la même qu'on a toujours fait depuis 2000 ans, puisqu'on doit aussi avoir une Teshuvah qui nous ramène à la nation d'Israël. Il écrit également le livre Oroth à Kodesh, un livre de Kabbalah où il explique le dévoilement de la sainteté dans notre réalité. Un autre livre, Oroth Israël, où il explique la particularité du peuple juif. Eretz Israël, quel est notre rapport avec la terre d'Israël? Bekitsour, les Oroth, c'est l'œuvre principale du Rav Kook. Mais le Rav Kook n'est pas seulement un homme qui écrit, c'est un personnage public, nous l'avons dit. Et alors que ça fait maintenant pratiquement 10 ans qu'il est rabbin de Yafo et des Moshavot, il reçoit un télégramme d'un certain Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, plus connu sous le nom Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim l'invite à venir en Europe pour le congrès de la Agudat Israël. Qu'est-ce que c'est que la Agudat Israël? Eh bien, c'est une organisation de rabbins qui est là pour lutter contre l'assimilation. Et le Chafetz Chaim, voyant que le peuple juif est en train de partir en cacahuète, demande au Rav Kook de venir pour qu'il explique comment est-ce que Israël peut être une alternative à l'assimilation. Bien qu'hésitant au début, finalement, le Rav Kook y va. Il parlera d'ailleurs. Il est intéressant de noter que lorsqu'il va parler, pendant toute son intervention, le Chafetz Chaim sera debout. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était debout, il a dit parce que la Torah est debout, comment vous voulez que moi je sois assis? Juste comme ça, pour que vous compreniez que parmi les plus grands du peuple juif, considérez le Rav Kook comme étant le plus grand. Et d'ailleurs, ça nous permet d'ouvrir une fenêtre. Et le Chafetz Chaim dans l'histoire? Il a un rôle à jouer? Ah, bien sûr, il a un rôle à jouer énorme. D'abord, il a écrit la Mishnah Brura. En termes de halakha, c'est une œuvre extraordinaire, mais c'est pas seulement ça. Le Chafetz Chaim écrit un livre
qui s'appelle Chafetz Chaim. Et ce livre-là se concentre particulièrement sur un point essentiel qu'on appelle le Lashon Hara. Et il écrit donc la partie qui s'appelle Shmirat HaLashon, toutes les lois sur le Lashon Hara. Écoutez, nous savons à quel point le Lashon Hara est un vrai sujet dans le judaïsme. Et c'est très grave de dire du Lashon Hara. Alors comment ça se fait qu'il a fallu attendre le Chafetz Chaim pour avoir un livre sur le Lashon Hara? Le Rambam en parle très très vite fait dans une halakha et demie dans le Yad HaChazaka. Le Shulchan Aruch n'en parle pas. Et pourtant, nous savons que le Lashon Hara est quelque chose de très important. Az la malo. Eh bien, tout simplement parce que pendant l'exil, Chochmat ha-misken bezouya udvara venam nishmaim. La sagesse du misken est bezouya, est tournée en dérision. Et donc, lorsqu'on est en galoute, Am Israël, même s'il a plein de choses très intéressantes à dire, ben, personne ne l'écoute. Et puisque personne ne l'écoute, ben, en fait, c'est pas très important ce qu'il a à dire. C'est pas très grave s'il parle bien, s'il parle mal. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu ramène son peuple sur sa terre, lorsque la Géoula est en marche, il faut réapprendre au peuple juif à parler. Et donc, on envoie le Chafetz Chaim à ce moment-là. Alors, le Rav Kook, finalement, donc, vient participer comment dire, au congrès. Ça se passe très bien. Mais le problème, c'est qu'éclate la Première Guerre mondiale. Et le Rav Kook est bloqué en Europe. Non seulement bloqué en Europe, mais comme le Rav Kook est russe et qu'il est en Allemagne, et que l'Allemagne est en guerre contre la Russie, il va en prison. Finalement, on va le libérer de la prison. De là, il réussira à passer en Suisse. Il restera chez Monsieur Kimri pendant un temps. Et en 1916, la communauté juive de Londres, de Marzike Hadat, entend dire que le Rav Kook est en Suisse. Peut-être qu'il a été faire un tour chez les Bochco à Montreux, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Londoniens entendent que le Rav Kook est en Suisse, ils vont le faire chercher pour lui demander de devenir le rabbin de la communauté de Marzike Hadat à Londres. Le Rav Kook accepte à une seule condition, que lorsqu'il pourra rentrer en Eretz Israël, il rentre. Très bien. Et il arrive à Londres. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette shlichut à Londres, à part que Akadosh Baruch Hu l'a mis là où il devait être, au moment où il devait être. 1917, les armées britanniques repoussent l'Empire ottoman et ils vont conquérir le Moyen-Orient, y compris Eretz Israël. À ce moment-là, fort de cette conquête de la terre d'Israël, Lord Balfour a passé un accord avec Chaim Weizmann qui lui a donné ses 32 brevets pour l'armée britannique, y compris la Cétone, sans vouloir de rémunération financière en contrepartie, mais simplement une promesse que lorsque les Anglais auront fini de conquérir la terre d'Israël, une reconnaissance du droit du peuple juif à venir s'installer ici. Chose promise, chose due, les Anglais ont battu les Ottomans, et donc maintenant, eh bien, il faut permettre aux Juifs. La fameuse déclaration Balfour. Le problème, c'est que Balfour va faire sa déclaration devant les rabbins de Londres pour tester avant de le publier à l'international. Et le problème, c'est que les rabbins de Londres lui disent non mais oh, ça va pas, oui. Il manquerait plus que ça. Un pays juif, là-bas dans le désert. Non mais qu'est-ce que vous avez fumé, monsieur Baron? C'est pas possible, Lord. On est très bien à Londres. On n'a pas du tout prévu de partir en Eretz Israël. Donc Toda, aval, l'Otoda. Balfour, il dit bon bah
peut-être que je me suis trompé finalement, il n'y a que Chaim Weizmann qui veut un pays. En fait, les Juifs, ils veulent pas. Et donc, Lord Balfour décide eh bien, de renoncer à la déclaration Balfour. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais dans son cabinet rapproché, Lord Balfour a comment dire, un employé qui est juif. Et il lui dit, Milord, je ne sais pas si ça peut aider quoi que ce soit, mais on parle de déclaration Balfour pour Eretz Israël, tout ça. Vous savez qu'en ce moment même, il y a à Londres un rabbin qui vient d'Eretz Israël. Peut-être ça vaut le coup de lui demander son avis. Et Balfour lui dit, ah, c'est une très bonne idée. Et donc il prend rendez-vous avec le Rav Kook. Et le Rav Kook va lui expliquer que non seulement ce qu'il fait est très bien, que cette déclaration Balfour, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais qu'il ne fait pas seulement du bien au peuple juif, il rentre dans l'histoire des prophètes, puisqu'il réalise la promesse des prophètes. Oh, bah alors là, Balfour, il en fallait pas plus que ça, hein. Ah là là, alors là, il a su comment lui parler. Miyad, ni une ni deux, la déclaration Balfour est lancée, et le reste n'est que d'histoire. Le Rav Kook reviendra finalement en Eretz Israël en 1921, et suite à ses liens extrêmement étroits avec les dirigeants britanniques, ces derniers font de lui le grand rabbin de Eretz Israël. Il n'est plus le rabbin de Yafo et des Moshavot, il est le rabbin de Jérusalem et donc d'Eretz Israël. Et c'est là que le Rav Kook dit, puisqu'on est revenu pour la Géoula, il faut commencer à remettre en place toutes les étapes de la Géoula, et donc il faut mettre en place un Sanhedrin. Première étape pour arriver au Sanhedrin, une autorité rabbinique pour la terre d'Israël. Et le Rav Kook va donc créer ni plus ni tôt, rien d'autre que le grand rabbinat d'Israël, Arabanout Arachit l'Israël. C'était autre chose à l'époque qu'aujourd'hui. La Rabbanout Arachit l'Israël a eu un grand coup, voilà, un grand coup à partir des années 2000. Après le Rav Mordechai Eliyahu et Reb Avrum Shapira, c'est plus ce que c'était. Mais bon, la Rabbanout, Tibanev et Tikonen, le Rav Kook a mis en place le grand rabbinat d'Israël. Il en sera le grand rabbin Ashkenaz, il mettra en place le grave Yaakov Meir, dont on a parlé la dernière fois, en tant que grand rabbin séfarade, et c'est parti. Et c'est parti. Il commence d'ailleurs à écrire une œuvre monumentale qui s'appelle Halacha Berura, qui vient expliquer toutes les lois du judaïsme en les rattachant à leur étude talmudique. C'est une œuvre monumentale qui ne sera pas finie de son vivant. Ce sera fini plus tard. Pekitsour, le Rav Kook, lorsqu'il devient le grand rabbin d'Eretz Israël, va devoir faire face à une nouvelle réalité. La réalité des Anglais. Il n'y a pas débat pour lui que les Anglais, c'est bien mieux que les Ottomans. Mais les Anglais, c'est pas non plus l'idéal. Lorsque les Anglais amènent pour la première fois, en 1921, un gouverneur pour la terre d'Israël. Le gouverneur, le premier gouverneur de la terre d'Israël, s'appellera Sir Herbert Samuel. C'est un juif. On se dit que ça va calmer tout le monde. Il arrive dans Jérusalem, Shabbat, à la synagogue de la Chouva. Synagogue dans laquelle officie le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Le Rav Kook va lui donner Maftir. Nous sommes la paracha après Tisha B'Av. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem. Et lorsqu'il monte à la tribune et qu'il fait la bracha avec l'accent anglais, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Et peut-être même qu'il a lu la Haftara. Je ne sais pas. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem.
À ce moment-là, lorsqu'il termine la Haftara et qu'il fait les bénédictions de la Haftara, le rabbin Cook prend sa place d'orateur et va donner un discours. Il remercie Herbert Samuel, lui souhaite beaucoup de réussite, mais il lui rappelle ce qu'il vient de dire dans les bénédictions. Tu viens de dire Al Kiso Lo Yeshev Zar. Sur son trône ne sera pas assis un étranger. Alors merci d'avoir fait ce que vous avez fait avec les Ottomans, mais voilà. Et commence une nouvelle réalité face aux Anglais. C'est là-bas qu'il va dérouler toute sa Torah et qu'il va avoir l'influence qu'on lui connaîtra plus tard, l'enseignement du Rav Kook, la réalité face aux Anglais, la guerre contre le chilonisme et d'un autre côté, l'influence pour toutes les générations, eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak Baruch, to be continued. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le rabbin Kook? Et non, il n'avait pas d'expérience particulière pour la cuisine. Il y a pas le projet des Sanhedrin, c'est toujours un projet? Bah, la rabbanoute, ça devait être la première pierre du Sanhédrin. Ça n'a rien à voir. Ben, pourquoi pas? Bah, Non, il y a ça n'a pas eu de rien à voir dans ce Sanhedrin qui se en tout passe cas. aujourd'hui. Non, non, c'est pas le Sanhédrin. Mais c'est dans l'idée de la création de la rabbanoute, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le discours d'inauguration. C'est pour mettre en place Bevo Hayom, le Sanhédrin. Le fait qu'aujourd'hui la rabbanoute, elle est bien loin du Sanhédrin, c'est un problème. D'accord. Ah, d'accord. OK? תודה. Mais il faut faire un Sanhédrin, hein, c'est même c'est pas une question. Ça va se faire très vite. Il y a juste un truc qui nous empêche de faire le Sanhédrin. Un tout petit truc. Oui, non, vraiment. Nous dit le Rambam, dans les lois sur le Sanhédrin, pour qu'il le problème, il est technique. Pour qu'on puisse avoir un Sanhédrin, il faut, dans le Sanhédrin, 71 rabbins qui ont le statut de smicha, qui ont la smicha. Mais la smicha, c'est pas l'examen rabbinique. C'est que tu as reçu ton ordonnance rabbinique de quelqu'un qui l'avait reçu, de quelqu'un qui l'avait reçu de Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est qu'au VIe siècle, les Byzantins nous ont annulé, arrêté la smicha. Donc il n'y a plus de smicha. Nous dit le Rambam, il n'y a plus de smicha, certes, mais il y a un moyen de la remettre en place. Comment? Eh bien, il suffit que tous les rabbins d'Israël s'accordent sur un d'entre eux pour dire, lui, c'est le meilleur, c'est le patron. Ça lui confère le statut de Samour et il peut donner la smicha à 70 autres. Donc, il suffit simplement que les rabbins s'unissent et disent, le Rav Cherki, c'est le patron. C'est pas compliqué. C'est demain, on peut faire ça. Ok, c'est pas demain la veille. Quoi? Tu dis que les rabbins ont un problème d'ego? Non, chas v'shalom. Chas v'shalom. On est dans la Midreshet Yehuda Manitou, si je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on ressorte toutes les phrases que Manitou il disait sur les rabbins? Eh oui. Il y a d'autres questions là? Alors, pas de questions, mais je voulais faire une remarque. Tu as commencé ton cours en disant que le rôle du peuple juif, c'était donc on doit perfectionner le monde. Et en fait, on voit bien qu'à chaque fois, il y a l'antidote, mais je ne sais pas, on reste un peu pessimiste parce qu'à chaque fois, bon, même si c'est facile qu'il reste juste un petit truc, ce petit truc a l'air d'être Non mais assez- attendez. Je sais qu'on vit dans un monde où des fois il y a des choses compliquées. Mais si on arrive 2 secondes à prendre une perspective d'histoire un peu plus élevée que la nôtre, c'est un peu plus, avec un peu plus de hauteur et donc de longueur historique, mais on vit quand même dans un monde qui est tellement mieux qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans, qu'il y a 1000 ans.
dans tous les domaines, malgré tous les problèmes qu'on a maintenant. Oui, mais à chaque fois, c'est mieux, mais ça crée enfin, on règle des problèmes, mais on en On crée règle des d'autres. problèmes et on dit, on a compris qu'il y en a encore à régler. Mais c'est vrai. Mais, euh, On voit pas enfin, trop je veux la dire, progression. Enfin, oh, on voit ben, je sais une, pas ce qu'il te faut. non, on Je sais voit pas ce une qu'il te faut. Attends, on voit une évolution, mais je dis on ne voit pas une progression, ce qui est différent, à mon avis. Oui, mais je ne partage pas ton regard un petit peu trop pessimiste à mon goût. Oui. Euh, C'est il juste y a 1000 aujourd'hui ans, parce que. non, je veux dire, il y a 1000 ans, quelqu'un qui fêtait ses 40 ans, c'était un vieillard. Mm. Aujourd'hui, Baruch Hashem, au niveau de la médecine et progrès de la vie, ben, on peut vivre très longtemps. Il y a 1000 ans, les gens, ils avaient rien à manger. Et même il y a 200 ans, et même il y a 100 ans. Et aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance incroyable. Il y avait des guerres. Tu me dirais, il y en a aussi aujourd'hui. Oui, mais les guerres de l'époque, c'est quand même autre chose. Oui, c'est vrai. Il y a une progression, à mon avis, et je pense que tout est en train de s'accélérer énormément. Euh, je vous invite à vous poser les questions de ce qui est en train de se passer au Venezuela, en Iran, machin. D'ailleurs, nous dédions notre cours à la chute du régime iranien. Bimera Be'amenu Amen. Et voilà, on ne se rend pas compte que le monde est en train de passer dans une nouvelle étape. Et il était très, très, très important que Israël remplisse son rôle de lumière aujourd'hui, quoi. Il y a d'autres questions là? Non, parce que sinon, moi, j'ai une petite annonce à faire. Ah bah vas-y. Oui, comme on est Manitou, hein, comme tu l'as dit, le 18 janvier, nous avons une grande soirée en présentiel autour du livre qui vient de sortir du docteur Ephraim Herrera, Les étincelles, qui représente en réalité une véritable anthologie de la pensée de Manitou. C'est un gros pavé, en réalité, c'est une étincelle qui est un gros pavé, mais enfin, c'est passionnant. Et donc, il faut vous inscrire pour la soirée du 18 janvier pour notre organisation. Inscrivez-vous le plus vite possible. Vous avez reçu tout ce qu'il faut par WhatsApp et aussi par mail. Voilà, Très j'ai bien. terminé. C'est noté. Merci beaucoup. Chazak להתראות. Baruch. Kol tov. תודה רבה רבה. Kol tov. יישר כוח.